Bonne fête de l'Aïd el-Fitr à toute la communauté musulmane. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, les musulmans célèbrent l'Aïd el-Fitr, fête qui marque la fin du jeûne du mois de Ramadan. C'est une journée de joie et de partage où chacun revêt ses plus beaux habits pour prier, se retrouver en famille et savourer des repas festifs dans une ambiance de convivialité. À la suite de la démission de son président, Boni Yahi, les responsables de la formation politique, les démocrates, ont désigné le premier vice-président Éric Rondeté pour assurer l'intérim à la tête du parti. À suivre les analyses d'un observateur de la vie politique dans ce journal. Avant de passer au développement des titres, nous ouvrons cette édition avec cette information à 10 jours du lancement officiel de la campagne électorale. Le candidat Romuald Wadani se prépare à présenter son projet de société en vue de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. L'événement se tiendra ce samedi 21 mars au Palais des Congrès de Cotonou. À cette occasion, le ministre de l'Économie et des Finances détaillera les principaux axes de son programme, offrant aux populations un aperçu des réformes envisagées pour renforcer la gouvernance du pays durant le septennat 2026-2033. Ce projet est intitulé « Plus loin, ensemble ». Nous poursuivons cette édition avec la célébration de l'Aïd el-Fitr qui marque aujourd'hui la fin du mois sacré de Ramadan. Entre prières, retrouvailles et moments de partage, c'est une journée de joie pour la communauté musulmane. Ce matin, une équipe de la rédaction du Speed Line TV était sur les lieux de culte, suivant le compte-rendu. Venus nombreux de plusieurs coins de la ville de Cotonou et vêtus de leurs plus belles tenues, ces fidèles musulmans ont répondu à la place Idi Dakpakpa ce vendredi 20 mars au rendez-vous de la grande prière de l'Aïd el-Fitr pour rendre grâce à Allah pour ses bienfaits. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. L'imam Ousmane Ibrahima place la fête sous le signe de la préservation des acquis du Ramadan. Faire l'effort de se lever les nuits pour prier, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, couper son sommeil et aller vous faire des veillées en prière, ce n'est pas facile. Alors que nous avons eu l'obligation de le faire pendant le mois de Ramadan, parce que nous devons nous lever très tôt pour manger, nous devons nous lever la nuit pour prier, surtout quand on rentre dans la dernière décade à la recherche de la nuit de la destinée. Donc nous avons pris cette habitude-là. Donc c'est l'occasion pour nous de nous exhorter à nous maintenir sur ces acquis-là et de ne pas les perdre, car ça a beaucoup de bénéfices, ça a beaucoup de miséricorde, ça a beaucoup de bénédictions. C'est sur ça que j'ai acté le serment, que les acquis là, auxquels nous avons pris l'habitude de ne pas les laisser après le mois de Ramadan. Parce que ce n'est pas seulement dédié au mois de Ramadan, c'est plutôt souhaité à faire tout le moment pour avoir des bénédictions et des sphères célestes auprès de Dieu. Et que les bénédictions de tout ce qui a été fait comme effort au niveau des musulmans et aussi bien au niveau des chrétiens, parce que nous avons eu l'occasion de commencer notre jeûne cette fois-ci avec le carême des chrétiens. C'est une bénédiction pour notre pays, que le pays reste toujours en toute quiétude et en toute stabilité et que toutes les négativités soient éloignées de notre pays. Les fidèles ont suivi avec foi le sermon présenté par ce guide spirituel en arabe et en français. Pour eux, les 30 jours de jeûne et de privations diverses regorgent des avantages physiques et spirituels. C'est comme si le corps est renvoyé au repos et on le purifie et il se régénère. Scientifiquement, aujourd'hui, c'est démontré. Donc, aujourd'hui, nous sommes heureux d'être des musulmans, d'avoir fait les 30 jours de jeûne. C'est pénible, comme dit l'imam, mais c'est bénéfique. Bonne continuation aux chrétiens. Car on a commencé ensemble, comme le ministre l'a dit, mais eux poursuivent encore. Je pense que c'est une bonne chose pour notre pays, pour notre stabilité, pour que la paix règne définitivement au Bénin. Le ministre d'État Ablai Biachane était également à cette prière. Ce mois de Ramadan a été une bonne occasion pour nous, d'abord de célébrer notre religion, de célébrer l'islam et de célébrer notre Seigneur. Et bien sûr, en passant, de célébrer notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Cela étant, ça a été aussi une bonne occasion pour nous d'observer et de manifester notre solidarité vis-à-vis des plus vulnérables parmi nous. Ça a été une occasion aussi de célébrer et d'appeler à la paix dans notre pays. L'imam l'a dit et le dit quasiment tous les vendredis, c'est parce que nous sommes en paix que nous pouvons nous réunir. Et c'est ici l'occasion de le rappeler. Je veux le dire et souhaiter, pour terminer, bonne fête à tous. Bonne fête à tous les musulmans, mais au-delà d'eux, bonne fête à tous les Béninois. Pour avoir la paix, il faut la cohésion nationale, il faut l'inclusivité. Il faut que tout le monde se sente associé à tout. Et c'est ce à quoi nous appelons tous les jours. Donc c'est l'occasion, cette fête de Ramadan, de le rappeler encore et d'appeler tout le monde à être solidaire, à célébrer notre pays comme un pays pour nous tous. Et la fête se poursuit dans les ménages. Passons à la vie politique au Bénin, figure marquante de l'opposition. Éric Rondeté, ancien premier vice-président du Parti Les Démocrates, a été choisi par les cadres réunis en session extraordinaire pour assurer l'intérim à la tête du parti en attendant la tenue d'un congrès national. Alors qu'il prend désormais les rênes, quel sera l'avenir du parti? Un observateur de la vie politique nous livre son analyse. C'est un choix imposé par la loi. Seulement que vous savez que Éric Rondeté avait déjà été président du Parti Les Démocrates. Le contexte aujourd'hui, est-ce que ce contexte prête à ce que Éric Rondeté conduise le Parti Les Démocrates dans les abîmes du passé? Non. Il y a une présidentielle qui s'annonce le 12 avril 2026, à laquelle le Parti démocrate, le Parti Les Démocrates n'a pas de candidat. Ils n'ont pas d'élu. Et donc, le parti est en faiblesse. Est-ce que ce parti va continuer à adopter la même position contre le pouvoir de Patrice Talon pour ce qui lui reste et contre le successeur de Patrice Talon? Vous avez vu que le candidat du parti FCBE a rendu visite à ceux qui restent comme dirigeants du Parti Les Démocrates. Et donc, c'est une porte de sortie qui est recherchée, mais je pense que pour l'avenir, pour que ceux-là qui ont brassé le vide pendant 10 ans contre le Parti Talon se retrouvent sur les deux pieds dans la politique, je ne serais pas très surpris de voir le parti Les Démocrates, dirigé par Éric Rondeté, aller du côté du successeur de M. Patrice Talon, pour ne pas dire Wadaï. Vous savez qu'il y avait deux factions qui étaient créées au sein du parti. La faction Éric Rondeté et la faction Bori Yayi avec les Nourenou Achadé. Cette fissure est restée. Éric Rondeté, pour perpétuer les acquis du parti, pour continuer, il n'aura pas les goûts de francheur pour le faire, parce qu'il y aura de la résistance à l'intérieur. Aujourd'hui, ce qui est souhaitable pour Éric Rondeté, c'est qu'il se ferait un chemin pour le futur lui-même. Il a déjà fait 10 années d'opposition contre Boni Yayi. Il en a fait pratiquement 9-8 contre Patrice Talon. Les défis du Parti Les Démocrates actuels sont des défis presque insurmontables. Vous avez un parti qui n'a pas de candidat à la présidentielle, vous avez un parti qui n'a pas de député, vous avez un parti qui n'a pas de maire et qui doit brasser le vide pendant 7 bonnes années. Alors, ce n'est pas facile pour un président, il faut traverser le désert avec un peu de moyens. Qui va se porter garant pour financer ce parti-là? Ce n'est pas très évident. Je vois le parti Les Démocrates aller vers sa fin, où il va rester des conservateurs qui vont rester dans leur position d'opposants contre Wadaï, ce qui ne se justifie pas, parce qu'il faut avoir vu le nouveau président de la République dérouler sa politique pour le critiquer. Donc on ne peut pas, dès le début d'un septennat, s'ériger en opposant. C'est trop risqué. Vous avez vu des gens qui étaient LD aujourd'hui, qui ont choisi d'être supporters
du candidat Wadaï, comme Saka Fikara, connu pour ses positions tranchées contre Patrice Talon. D'autres viendront encore avant le début de la campagne et pendant la campagne, et pourquoi pas après le 12 avril. C'est ça la dynamique politique. Et donc, il n'y a pas de surprise à avoir, encore que ce qui a commencé maintenant en 2026 n'aura de fin que 14 ans après. Du sport à présent, l'annonce est tombée tel un couperet plongeant le monde du football continental dans une sidération totale. En décidant de retirer le trophée de la CAN 2025 au Sénégal, la CAF a pris une mesure d'une gravité qui bouscule l'ordre établi et suscite une vague d'émotions contrastées entre incompréhension technique et analyse juridique. Les répercussions de cette sentence se font déjà sentir bien au-delà des frontières de Dakar. Pour mieux cerner les contours de cette crise majeure et en mesurer l'impact sur l'avenir de la compétition, nous avons recueilli l'avis d'un journaliste sportif. Suivons-le. C'était un fait inédit parce que dans le sport, c'est très rare, rarissime ces genres de décisions. Dans les sports individuels, c'est possible, mais dans un sport collectif, je pense que c'est la première fois que j'entends ça de ma vie. Et puis l'autre chose, c'est le timing, le temps qu'on a mis pour sortir la décision. Certes, on est basé sur les tests de la compétition, sur le règlement de la compétition, mais je pense qu'on a mis suffisamment de temps pour sortir la décision. Et c'est d'ailleurs ce qui a surpris tout le monde entier, le temps que ça a mis pour sortir. Nous savons que quelque chose s'est mal passé lors de la finale. Un règlement, c'est un règlement. Ça se respecte. Il n'y a pas à faire respecter ça pour certains et non pour les autres. La Fédération du Sénégal, sinon l'équipe du Sénégal avait enfreint à ce règlement en quittant le terrain. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a des insuffisances dans le règlement. On nous a dit que lorsque une équipe se retire du terrain, l'équipe perd le match. Est-ce que c'est lorsqu'une partie de l'équipe se retire ou lorsque c'est toute l'équipe qui va se retirer d'abord? Donc il y a cette insuffisance-là parce que jamais l'équipe du Sénégal ne s'est totalement retirée du terrain. Il y a des joueurs qui restaient. Donc tout ça réuni, c'était une surprise pour le monde sportif, surtout africain, cette décision de la CAF. C'est une première. L'histoire a montré qu'en 1976, le Maroc était dans le même cas. Mais est-ce que le règlement de la compétition en 1976 était le même que le règlement de la compétition en 2025? Ce n'est pas parce que ça s'est passé il y a plusieurs années en arrière qu'on va penser que les choses sont les mêmes. Beaucoup disent que le Maroc doit retourner le trophée à la Guinée pour le cas de la finale de 1976. Mais en même temps, moi, je ne dis pas la même chose parce que pour moi, un tournoi est régi par un règlement. Est-ce que le règlement de 1976 était le règlement de 2025? La question reste là. Donc, pour moi, j'ai des craintes par rapport à l'appel que le Sénégal va faire parce que je n'ai pas l'impression que ça pourrait aboutir. Mais en même temps, je pense qu'on ne perd rien en essayant. C'est ce qui doit arriver qui est arrivé. C'est ce qui peut arriver qui est arrivé et comprendre qu'on ne peut pas dessaisir les joueurs des cadeaux, des primes qu'ils ont reçus pour avoir gagné un trophée. Parce que logiquement, le cas du Sénégal, ils ont gagné sur le terrain. Ils ont fait le job, ils sont allés au bout de la compétition. Le Maroc, l'État peut décider de dire, bon, puisque vous avez maintenant remporté le tournoi, je décide de vous donner ci et ça. Ça, c'est logique. Ça concernera l'État du Maroc. Mais je ne pense pas que l'État ne prendra pas les dispositions pour dire, bon, puisque vous n'avez plus gagné, je reprends tout ce que je vous ai donné. Mais les conséquences, c'est que les compétitions africaines, les gens joueront désormais la paix au ventre. Les gens joueront désormais avec frein en main et ça portera un gros coup à la qualité je prends le football, un gros coup à la qualité du foot africain. Ce ne serait plus la même chose. Les équipes ne se donneront plus à fond parce que tout le monde peut se dire, tu vas beau gagner aujourd'hui, mais dans les jours qui vont venir, dans les mois qui vont suivre, ou même dans les années qui vont suivre, on peut te retirer ton titre. À quoi ça sert alors de gagner? Ça va porter un gros coup à la qualité du football africain, à la performance africaine. Et ce n'est pas du tout une bonne image aux yeux du monde entier. C'est comme si l'Afrique s'amuse avec son football. Le football que les autres chouchoutent aujourd'hui, que les autres prennent au sérieux aujourd'hui, c'est comme si l'Afrique s'amuse avec ça. Tous les pays ont pris le football africain au sérieux. Tous les pays ont accordé une bonne place au football sur leur territoire. Le cas du Bénin, par exemple. Donc, on n'aurait pas dû porter ce coup-là au football africain. C'est un mauvais coup. C'est ça mon problème. Et je voudrais que la CAF revienne sur le respect de son propre règlement.
ça aurait pu se passer le soir de la finale, que nous ne serons pas ici à décrier quoi que ce soit. On appliquerait le règlement au thème de la compétition en même temps que nous ne serons pas ici en train de crier un scandale. On aurait compris et puis la vie va continuer. Mais le temps que ça a mis, c'est un problème. C'est vrai, c'est la justice, mais c'est un problème. Et je pense que ça a porté un mauvais coup au football africain. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.